Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des raisons pour lesquelles la majorité des gens n'investissent pas en bourse. C'est l'aversion au risque. Tout d'abord, qu'est-ce que le risque ? Pour l'investisseur, le risque correspond à la probabilité de perdre tout ou partie de l'argent investi. En bourse, on se sert du terme volatilité comme d'un indicateur de ce risque. En effet, la volatilité est un indicateur qui mesure l'amplitude des variations à la hausse ou à la baisse des prix des actifs. Plus la volatilité est importante, plus les variations à la hausse ou à la baisse des prix vont être fréquentes et brutales. Ces variations plus intenses impliquent un risque de perte plus fréquent et pour des montants plus importants. Cependant, en matière d'investissement, qu'il soit boursier ou non, le risque est indissociable du rendement. Il est donc essentiel d'apprendre à composer avec le risque pour espérer atteindre, grâce à l'investissement en bourse, la liberté financière. Bienvenue sur la chaîne Financial Freedom Playbook. Dans cette vidéo, nous allons analyser les différents risques qui existent en bourse, puis voir pourquoi ces risques, s'ils sont compris et maîtrisés, ne représentent pas un réel obstacle. Tout d'abord, il faut comprendre la prime de risque. Les gains en bourse s'expliquent par le risque pris. En effet, les investisseurs n'accepteront de prendre un risque qu'à condition qu'il soit rémunéré. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Plus le risque est important, plus l'investisseur sera à même de demander une compensation importante. Par exemple, vous avez deux options d'investissement. Sur le premier, vous avez 50% de chance d'obtenir un rendement de 10% et 50% de chance de ne rien gagner du tout. Sur le second, vous avez 50% de chance d'obtenir un rendement de 20%, mais 50% de chance de perdre 20%. Si votre objectif est d'avoir un rendement d'au moins 15%, vous serez contraint de vous tourner vers le second investissement, car le premier, moins risqué, ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. Imaginez maintenant un troisième investissement où vous avez 50% de chance d'obtenir un rendement de 30%, mais 50% de chance de tout perdre. Si vous avez de la chance et que cet investissement vous rapporte 30% cette fois-ci, vous pourrez être fier de votre très beau rendement. Cependant, en le comparant au risque pris, vous constaterez qu'il est totalement disproportionné. Les investisseurs qui souhaiteront s'enrichir en bourse ne s'intéresseront donc pas uniquement au rendement d'un investissement, mais bien au ratio entre le rendement obtenu et le risque pris. En effet, l'investisseur intelligent doit chercher à développer des stratégies gagnantes sur le long terme et non à jouer toutes ses économies à la roulette dans l'espoir d'un gain supérieur. Méfiez-vous donc de ceux qui se vanteront d'avoir gagné des sommes importantes rapidement, car ils partageront volontiers leur rendement, mais seront souvent moins transparents sur les risques disproportionnés qu'ils ont pu prendre. Maintenant que nous avons vu que le risque est indissociable du rendement, analysons quels sont les types de risques et surtout comment les réduire. Il existe de nombreux types de risques. Mais pour simplifier le propos, nous nous concentrerons sur les deux principales catégories de risques en bourse, le risque spécifique et le risque de marché. Le risque spécifique tout d'abord. C'est le risque lié au déclin ou à la faillite d'une société spécifique du fait de la chute de la demande, à cause de la concurrence, de l'essoufflement d'un secteur ou par exemple d'une technologie devenue obsolète. En effet, vous pouvez avoir raison en pariant sur le succès dans les prochaines années de tel ou tel secteur, mais il est bien plus difficile de déterminer dans ces secteurs quelles sont les sociétés qui tireront leur épingle du jeu. Prenons par exemple l'évolution des plus grosses sociétés américaines sur les 40 dernières années. En 1980, les 10 plus grosses sociétés américaines étaient à 62% des sociétés du secteur du gaz et du pétrole. On y retrouve par exemple Exxon Corp ou encore Standard Oil. En 2000, la quasi-totalité des sociétés présentes dans le top 10 de 1980 n'y sont plus. Le secteur prépondérant n'est plus pétrole, mais la finance, avec en règle générale un ensemble assez diversifié, le tout porté par l'essor d'Internet. En 2020, là encore, la majorité des sociétés présentes dans le top 10 de 2000 n'y sont plus. Le podium est constitué par des sociétés que nous connaissons aujourd'hui comme les GAFAM, les géants de l'Internet, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Bien que ces sociétés nous semblent aujourd'hui toutes puissantes et qu'on imagine mal comment elles pourraient décliner dans les années à venir, personne ne peut garantir qu'on les retrouvera toutes en 2040. Alors, quelle solution contre le risque spécifique ? Il est possible de réduire le risque spécifique via la diversification. Diversifier, c'est tout simplement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cette diversification peut être numéraire, c'est le fait d'avoir plusieurs positions différentes dans son portefeuille, géographique, sectorielle, par classe d'actifs, par exemple avoir un peu d'actions, un peu d'obligations ou des matières premières, ou encore méthodologique, c'est-à-dire des investissements en actions value, croissance, dividendes, large capitalisation, start-up, etc. Pour que la diversification soit efficace,
il est impératif de la faire en prenant en compte la corrélation entre les secteurs et les sociétés. Par exemple, si vous achetez des actions LVMH, Hermès et Dior, vous aurez une diversification numéraire correcte, mais vous serez en réalité très peu diversifié, car ces 3 actions sont des sociétés françaises, donc dans un même secteur géographique, qui évoluent dans un même secteur d'activité. Elles sont donc très fortement corrélées. Imaginons que le secteur du luxe connaisse des difficultés dans les prochaines années. Ces 3 sociétés seront impactées de façon très similaire. Une façon très efficace de diversifier son portefeuille est d'investir via des ETF. Alors qu'est-ce qu'un ETF ? Un ETF, acronyme pour Exchange Traded Funds, ou tracker en français, est un fonds qui va répliquer un indice boursier. Pour simplifier, l'ETF correspond à un panier d'actions. Les titres d'un ETF s'achètent ou se vendent en bourse exactement comme les actions. Par exemple, le CAC 40 est l'indice boursier français qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises. Pour simplifier, si vous achetez une part de cet ETF CAC 40, vous devenez propriétaire d'un bout de chaque société du CAC 40. Il existe une très grande variété d'ETF. Comme nous l'avons vu, certains ETF vont répliquer un indice boursier, comme l'ETF CAC 40, qui réplique les résultats de l'ensemble du CAC 40. Mais d'autres ETF vont répliquer un secteur, en regroupant les actions des plus grandes sociétés du dit secteur. Par exemple, c'est le cas de l'ETF Cannabis, qui regroupe toutes les grandes sociétés de ce secteur. Certains ETF vont, eux, répliquer les résultats d'une zone géographique. Si vous investissez dans un ETF pays émergent, vous devenez actionnaire d'un grand nombre de sociétés en Chine, Taïwan, Corée, Inde, Brésil ou encore Afrique du Sud. Il existe même un ETF mondial dans lequel vous investissez tout simplement sur l'économie mondiale sans avoir à vous soucier des résultats de telle ou telle entreprise ou même de tel ou tel pays. C'est un formidable outil de diversification car il permet aux investisseurs non professionnels de considérablement réduire le risque spécifique. Imaginez que l'économie française se porte bien et que le CAC 40 est en plein essor. Si l'une des sociétés du CAC 40 fait faillite, vous serez très faiblement impacté, car les 39 autres se porteront bien. De plus, les frais, notamment les frais de management de ces ETF, sont beaucoup plus faibles que ceux des fonds gérés de façon active par des gestionnaires, car ces ETF dits passifs ne nécessitent pas l'intervention de gestionnaires. Avant de passer à la suite, si vous appréciez les efforts déployés pour créer ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ça ne prend qu'une seconde et cela aide énormément la chaîne à se développer. Revenons à la vidéo et au second type de risque, le risque de marché. Le risque de marché est celui qui affecte tous les titres cotés sur ce marché. Ce sont donc les fluctuations des cours dues aux phénomènes économiques globaux, comme par exemple les chocs pétroliers de 1973 ou la crise des subprimes en 2008. La diversification seule, si elle est efficace en matière de risque spécifique, est souvent insuffisante pour limiter le risque de marché. Par exemple, la crise du coronavirus en 2020 a impacté la quasi-totalité des secteurs d'activité dans presque tous les pays. Et même les portefeuilles diversifiés ont enregistré des pertes importantes. L'un des facteurs essentiels pour se prémunir contre le risque de marché est le temps. En effet, les périodes de hausse et de baisse se succèdent sur le marché. Et historiquement, la bourse connaît une correction, c'est-à-dire une baisse de plus de 10%, en moyenne tous les 2 ans, et un bear market, c'est-à-dire une baisse de plus de 20% tous les 5 ans. En moyenne, sur le marché américain, depuis 1946, la baisse moyenne en bear market était de 30%. La baisse la plus brutale ayant été enregistrée en 2009, avec une baisse du SP500 de 56,8%. Si le bear market s'accompagne d'une récession économique, la chute est en moyenne de 34,8%, avec des bear markets qui durent en moyenne 1 an. Il est essentiel de comprendre et d'accepter ces périodes de baisse, qui sont le signe d'un marché boursier sain. Les investisseurs devront même considérer ces baisses comme de formidables opportunités. Un peu comme les soldes, c'est l'occasion parfaite pour acheter des actions des sociétés solides à bas prix. Historiquement, le rendement moyen du SP500 est de 46% l'année qui suit un bear market. Sur le long terme, ces corrections et même les bear markets les plus terribles sont toujours effacées par des périodes de prospérité qui suivent. L'AMF, ou Autorité des marchés financiers en France, a conduit des études sur le marché depuis 1950 et constaté que pour un portefeuille correctement diversifié, le rendement moyen annuel sur 3 ans était compris entre moins 18,4% et 35,9%, quelle que soit la période de 3 ans sur ces 72 dernières années. Si on accroît la durée du portefeuille à 10 ans, le rendement moyen annuel est compris entre moins 4% et 19%. Et si enfin on prend ce même portefeuille sur 30 ans, le rendement moyen annuel est compris entre 0% et 10%. Pour synthétiser, si vous aviez placé de l'argent en bourse à n'importe quel moment depuis 1950 et que vous aviez gardé cet argent pendant au moins 30 ans,
il vous aurait été virtuellement impossible de perdre de l'argent, et ce même si vous aviez choisi le pire moment pour investir. Malgré cela, certains investisseurs peuvent être réticents à placer l'ensemble de leur argent d'un coup en bourse, de peur d'entrer au pire moment. Cette crainte pousse de nombreux investisseurs à attendre une bonne occasion pour entrer en bourse. C'est une grave erreur. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, sur de longues périodes et avec une bonne diversification, même si vous aviez choisi le pire moment pour investir, il vous aurait été impossible de perdre de l'argent en bourse. D'autre part, il existe une solution simple et efficace pour éviter d'investir tout son argent au pire moment. C'est le dollar cost averaging. Le dollar cost averaging, ou DCA, c'est le fait de diviser son argent en petites sommes égales et de les investir à des échéances régulières, indépendamment des hausses ou des baisses de prix. Cela va vous permettre de lisser le prix du marché à un prix moyen, ce qui vous garantit de ne jamais acheter vos actions au pire moment. Certes, cela veut également dire que vous n'achèterez pas non plus vos actions au meilleur moment, mais toutes les études sur le sujet ont prouvé que personne n'était capable de le faire efficacement et de façon régulière. Pour synthétiser, le DCA permet de réduire le risque de marché en lissant le prix d'achat. Il facilite l'investissement et réduit la nécessité de faire des analyses poussées du marché, et il est utilisable sur presque tous les types d'investissements en bourse, que ce soit des ETF, des entreprises directement, des matières premières ou encore des crypto-monnaies. Comme le disent les meilleurs investisseurs de la planète et notamment Warren Buffett, le temps sur le marché est toujours mieux que de timer le marché. En effet, une étude de JP Morgan a déterminé que pour un investissement sur 20 ans entre 2000 et 2020, votre retour sur investissement moyen sur le SP500 aurait été de 7 à 8% par an. Mais si vous aviez raté seulement les 10 meilleurs jours de trading sur ces 20 ans, votre retour sur investissement serait passé de 7% à 3% par an. Et si vous aviez raté les 20 meilleurs jours de trading sur la même période, votre retour sur investissement serait négatif. Ne faites donc pas l'erreur d'attendre une situation idéale qui ne se présentera probablement jamais, et utilisez le DCA pour rentrer sereinement en bourse dès aujourd'hui. Pour synthétiser, le risque est inhérent à l'investissement en bourse. Cependant, si vous investissez sur le long terme, que vous mettez en place une diversification adéquate, notamment via les ETF, que vous utilisez la méthode du dollar cost averaging et surtout que vous gardez la tête froide quand les prix font les montagnes russes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour vous assurer des gains importants sur les marchés boursiers. Si cette vidéo vous a plu ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, ça aide beaucoup la chaîne à se développer en touchant un nouveau public. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à bientôt!